Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette rencontre qui s'intitule D'un continent à l'autre et pour laquelle nous sommes en compagnie de 4 autrices que je suis très heureuse de rencontrer ce matin. Et j'ai beaucoup aimé chacune de ces lectures, donc je me réjouis d'avoir cette discussion avec vous autour de cette thématique, bien des voyages que l'on fait d'un continent à l'autre, d'une culture à l'autre, et que l'on fait parfois aussi à cette occasion à l'intérieur de soi-même et de son propre destin de femme. Je vais vous présenter chacune. Fatima Das, vous êtes juste à côté de moi. Vous avez grandi à Clichy-sous-Bois dans une famille d'origine algérienne. Vous allez nous parler de vous et de votre roman, je dis bien roman, puisque c'est à la fois un livre qui parle de vous, mais aussi de la fiction. J'ai vu que vous aviez fait un master de création littéraire à Paris 8. Est-ce que ce roman est le fruit de ce master ? Alors normalement, tout est allumé, il y a juste à... Vous m'entendez ? Bonjour tout le monde. J'ai fait un master de création littéraire l'année dernière. En fait, je l'ai terminé en juin dernier. J'ai commencé la petite dernière dans ce master-là. J'avais écrit un texte sur mon rapport à l'islam pendant un cours. Et avant que ce texte naisse, j'écrivais un roman épistolaire. Et donc, j'ai écrit ce texte sur mon rapport à l'islam. Et mon enseignant, Lionel Ruffel, m'a dit mais il est très fort ce texte et il faut que tu le portes et il faut que tu le continues. Et la première chose que je lui ai dite, c'est non, en fait, j'ai pas du tout envie de continuer ce texte-là parce que je me sens pas capable, parce que c'est sorti d'un coup et que j'avais jamais écrit là-dessus, à cet endroit-là. Et finalement, ce texte-là s'est imposé à moi. Et j'ai pas eu d'autre choix que de le continuer et de le porter et d'être aujourd'hui ici à le présenter. Et on vous félicite et on vous remercie pour donc la petite dernière, c'est chez Notabilia. Je les pose ici, les livres, parce que la table est trop loin. Mais donc voilà, c'est celui-ci. Alors, Djaïli Amadou Amal, vous vous êtes présenté à moi comme Amal. Bonjour et merci beaucoup d'être ici. Vous êtes née dans l'extrême nord du Cameroun, vous êtes peul et musulmane, et vous êtes l'une des figures de proue de la littérature camerounaise. Vous avez publié 3 livres, pour l'instant. Wallandé, l'art de partager un mari, en 2010. Donc, on est déjà dans une thématique qui vous occupe aussi dans ce livre dont nous allons parler. Mystirigio, la mangeuse d'âme, en 2013. Et puis Mounial, les larmes de la patience, en 2017, qui est aujourd'hui publié en France, chez Emmanuel Colas, sous le titre Les Impatientes, avec cette jolie couverture. Et voilà, je l'ai ici. Emmanuel Colas. Alors, Djaïli Amadou Amal, vous avez écrit ce livre. Ce livre a été publié en 2017. Il est aujourd'hui publié en France. C'est un long cheminement. Est-ce que vous avez retravaillé ce texte pour cette publication chez Emmanuel Colas ? Comment vous vivez cette sortie ici ? Bonjour. Bonjour à tous. Oui, merci pour la question. Donc, le livre a été publié donc, sous le titre Mounial, les larmes de la patience, aux éditions Proximité au Cameroun. Et ce roman a donc eu le prix de la presse panafricaine au Salon du Livre de Paris et puis le prix Orange du Livre en Afrique, le premier d'ailleurs l'année dernière. Et évidemment, quand le roman a eu le prix, tout de suite la Fondation Orange s'est dit il est fort et tout, et que ce serait bien que le public français puisse aussi le lire. Et donc là, il est repris chez Emmanuel Colas. Et évidemment, nous avons refait un vrai travail éditorial puisqu'il fallait qu'il corresponde aussi au lectorat. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses à changer. Beaucoup de plus, vraiment un travail éditorial. Et si vous remarquez, même le titre de l'ouvrage a changé. Oui. Voilà, Mounial, ça signifie patience. Et c'est une injonction qu'on donne aux femmes à toutes les circonstances de leur vie. Patience, c'est pas que patience. C'est supporte, accepte tout, soumets-toi et surtout sans te plaindre. Là, le titre change puisque nous ne sommes plus dans les larmes de la patience,
mais plutôt le portrait de ces femmes qui refusent d'être patientes et qui refusent d'accepter de se soumettre à ce que la société attend d'elles. Et du coup, un nouveau titre, Les Impatientes. Et là, on est vraiment d'un continent à l'autre et on voit que c'est aussi un travail éditorial sur le même roman. Dima Abdallah, vous êtes née au Liban, vous vivez à Paris depuis l'adolescence, ce qui évoque le personnage féminin de votre très beau roman. Vous avez fait, alors je lis un peu vos biographies avant de faire les débats, des études d'archéologie et vous vous êtes spécialisée dans l'Antiquité tardive. Et pour vous aussi, comme pour vous, Fatima Das et Dany Héricourt, c'est un premier roman, Mauvaise herbe, que j'ai ici, chez Sabine Vespizer. La littérature, j'ai eu l'impression en le lisant, je ne sais pas quelle est la part d'autobiographie dans ce texte, mais était quand même dans vos veines. Oui, tout à fait. Alors par mon ADN déjà, c'est-à-dire que j'ai baigné dans une famille de littéraires, mais je ne crois pas du tout que ça soit que ça. J'ai vraiment toujours écrit. C'est mon premier roman publié, mais j'ai toujours écrit. Et dans le roman, je crois aussi bien le père que la fille évoque quelque chose qui certainement, oui, s'est infiltré de moi-même dans cette fiction, qui est l'amour des mots et surtout, comment dire, la mesure de leur importance. Les deux, aussi bien le père que la fille, sont extrêmement économes de mots. C'est quand même un roman sur un silence qui en devient assourdissant. Ils sont très économes de mots. Parfois, je crois que le père dit je ne comprends pas les gens qui utilisent les mots à tort et à travers. On dirait que ce qui sort de leur bouche est plus une sorte de vomissement que des phrases. Et évidemment que ce n'est pas anodin parce qu'il est écrivain. Le personnage du père est poète. Et il dit que la poésie supporte encore moins comment dire, le bavardage. Elle supporte encore moins le bavardage. Et je crois aussi qu'ils sont, par le contexte dans lequel ils vivent, je crois qu'ils sont conscients que les mots sont une arme qui peut être aussi bien utilisée à des fins très louables et très intéressantes, mais ils entendent énormément d'insultes, ils entendent énormément de mots avilissants. Elle voit quand même son père se faire insulter, donc les mots sont aussi une violence, donc ils mesurent très bien cette importance des mots justes. Donc pour en revenir à votre question, oui, bien sûr, j'ai l'écriture, aussi bien en tant que ce que j'appelle une révolte, parce que c'est finalement une place qu'on se crée dans un monde auquel on est étranger, en l'occurrence dans le roman. C'est la seule place qu'il trouve, le père. Il dit qu'il réinvente un pays qui est son écriture. Mais oui, c'est d'une extrême importance. Et pour moi, en tant qu'auteur, effectivement, j'ai grandi dans l'amour de la littérature. Et même si c'est le premier texte qui est publié, l'écriture m'a toujours accompagnée. Mais on le sent à la lecture. Dany Héricourt, vous êtes la fille d'une mère britannique, alors galloise ou pas galloise? Je me suis posé la question en lisant votre texte, La Cuillère. Moitié galloise. Moitié galloise, voilà. Donc on est dans la moitié galloise qu'on retrouve dans La Cuillère. Vous êtes et d'un père français. Vous avez vécu au Ghana, vous êtes né en Afrique, vous me le disiez tout à l'heure. Donc on est aussi d'un continent à l'autre avec vous, même si votre roman va se passer quand même sur un seul continent. Vous avez travaillé dans l'humanitaire et vous êtes diplômée du Welsh College of Music and Drama. Vous êtes enseignante en art dramatique pour des acteurs de cinéma. Et vous avez écrit 3 livres dans les domaines érotiques, pratiques et jeunesse. Mais La Cuillère que j'ai ici, aux éditions Liana Levy, est votre première fiction. Une quête déboussolée, c'est très drôle. J'ai beaucoup ri en le lisant, mais on est aussi dans des thématiques quand même qu'on retrouve qui sont communes à vous quatre, qui sont celles de la quête d'identité et de soi-même à travers le voyage immobile ou le voyage
en se déplaçant. Comment est-ce que vous êtes venu à l'écriture de ce roman d'Annie Héricourt? Je commence par une question très générale, mais je suis vraiment curieuse de savoir, parce que c'est un roman tellement original. En fait, bonjour, j'écrivais depuis longtemps, j'ai écrit d'autres romans, mais c'est le premier à être publié. Et je suis tombée amoureuse d'un lieu qui est un hôtel que j'ai découvert pendant que je faisais une randonnée avec mes enfants au Pays de Galles. Et le lieu m'a semblé être le lieu a déclenché une envie d'écrire ce roman. Et ensuite, assez rapidement, j'ai commencé à avoir un personnage dans ma tête qui parlait et qui est donc l'héroïne Sérène. Sérène, voilà, on va en parler plus tard, mais qui va se lancer dans une quête entre le Pays de Galles et la France pour trouver l'origine d'une cuillère. Voilà. Fatima Daas, je reviens à vous. Ce qui est intéressant dans la petite dernière, c'est cette technique que vous avez, que j'ai trouvé formidable, de répéter en début de chapitre « Je suis Fatima » ou « Je suis Fatima Daas » et à chaque fois de creuser un pan différent de votre identité, de ce qui vous constitue. Et pourtant, en lisant, on ne se dit pas c'est de l'autofiction, c'est étrange, même si on se doute bien qu'il y a énormément de vous là-dedans. Comment est-ce que vous vous êtes positionné sur la lisière, la frontière entre fiction et réalité ? Est-ce que vous avez envie d'en parler même, en fait ? Parce que parfois, c'est une question auquel on n'a pas envie de répondre quand on écrit des livres. C'est une question qui revient beaucoup, mais je vais y répondre. Ce texte, il est vraiment parti donc comme je le disais tout à l'heure, de mon rapport à l'islam, donc de quelque chose d'intime. Et c'est parti aussi de la complexité des identités, de la recherche de la place qu'on n'a pas dans le monde, du fait de ne pas se sentir à sa place nulle part. Ni avec sa famille, ni avec ses amis, ni à l'école, ni dans son pays d'origine, ni en France. Et donc c'est parti de quelque chose d'intime, des questionnements que j'ai pu avoir. Et dans un deuxième temps, ça m'a pas intéressé en fait de raconter ma vie. Donc c'est pas une autobiographie. J'essaye pas de dire la vérité ou d'écrire un journal intime. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de partir de quelque chose de l'ordre de la tension, du trouble, de ce qui fait mal, de ce qui nous construit, en fait, toutes ces choses qui sont assez douloureuses et qu'on transforme. Et la littérature a permis ça, de transformer une matière qui peut être autobiographique, mais qui raconte une autre histoire qui n'est pas la mienne. Et qui ne m'est pas étrangère. Donc Fatima, c'est un petit peu moi, mais ce n'est pas que moi. C'est aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées et aussi mes lectures. Et vous arrivez à partir de cette affirmation « Je suis Fatima » à faire quelque chose d'universel. Ça, je trouve que vraiment, en plus, pour un premier roman, c'est puissant. Quand j'écris « Je suis Fatima » parce que j'incarne ce personnage-là. Et parce qu'en prenant ce pseudo, j'ai décidé de porter cette voix, qui n'est pas tout à fait la mienne, mais qui me ressemble. Et je crois que ça touche à beaucoup de questionnements qui font que ça peut être universel. Parce qu'on est tous passés par l'enfance, par l'adolescence, par l'humiliation à l'école, et par ces questionnements qu'on peut avoir au sein de la famille aussi, de cette idée d'être la personne que nos parents veulent qu'on soit, ou de courir après la reconnaissance, après l'amour. Voilà, je crois qu'en ça peut être universel. J'espère en tout cas. Ça l'est. Djaïli Amadou Amal, on lit dans votre roman le destin de 3 femmes différentes, mais qui sont liées, et on pourrait dire les 3 faces de la même médaille, mais ça n'aurait aucun sens. On suit le destin de Ramla, qui a été arrachée à son amoureux, avec qui qu'elle avait accepté d'épouser. Tout s'ouvrait bien devant elle, puisqu'elle faisait des études, elle allait pouvoir poursuivre la vie dont elle rêvait avec lui. Mais non, son père, son oncle, accorde sa main à un quinquagénaire très riche qu'elle n'aime pas du tout et qu'elle n'a pas du tout envie d'épouser.
Hindou, sa sœur, doit épouser son cousin qui lui est alcoolique et violent, donc elle n'a pas du tout évidemment envie non plus de se marier. Et puis on va aussi avoir la voix, il y a 3 parties dans ce roman, la voix de Saphira qui est l'épouse du mari de Ramla, la première épouse, puisqu'on est dans des mariages qui sont polygames, pour celui en tout cas de Ramla et de son mari. Et elle doit partager le père de ses enfants avec cette nouvelle femme qui a l'âge de sa fille aînée, donc c'est compliqué pour elle, ça fait longtemps qu'elle est seule avec son mari. Ces 3 destins-là, j'imagine que vous les avez tissés à partir de ce que vous avez vu, plus observé autour de vous. Comment est-ce que vous avez élaboré ces 3 figures de femmes qui m'accompagnent depuis que j'ai lu le livre, qui sont fortes? Voilà, je le dis en début du roman, tous les faits sont inspirés donc des faits authentiques. C'est une fiction, mais qui ne dit que la vérité, et le poids de la société, le poids des traditions, le poids des coutumes, de la religion. C'est une histoire de violence faite aux femmes sous plusieurs regards. La première des violences, c'est le mariage précoce et forcé. Et je me suis inspirée de ma propre réalité. Moi qui ai été mariée à l'âge de 17 ans, et ce n'était pas un mariage consenti, c'était un mariage forcé avec un homme politique qui avait la cinquantaine et qui était, qui a usé de son influence aussi bien sur le plan politique que financier pour m'avoir une sorte de trophée, en fait. Et donc, la violence, donc le mariage précoce et forcé comme violence est l'une des violences les plus pernicieuses qui soit, parce qu'elle entraîne toutes les autres formes de violence. Avec le mariage précoce et forcé entraîne le viol conjugal, qui n'est pas reconnu comme tel, puisque qui a osé évoquer le mot viol? Le viol n'existe pas dans le mariage. Ça, c'est ce que l'on entend tous les jours. Et puis, elle entraîne également les violences physiques, puisque une jeune fille, elle est beaucoup plus jeune que son époux, et donc automatiquement, à la longue, ça entraîne des violences physiques, des violences psychologiques, puisqu'il y a une emprise, des violences économiques, puisque elle n'a pas le temps de grandir, d'apprendre un métier et donc d'être financièrement autonome. Et donc là, c'est la voix de Ramla qui raconte comment se passent les violences, donc les mariages précoces et forcés. Et ce qui est important aussi de démontrer, c'est à quel point les femmes peuvent être complices des violences qui sont infligées à d'autres femmes. Et le mariage précoce et forcé se passe toujours par la persuasion, par le chantage affectif. Et puis par la voix de Hindou, nous voyons encore une fois à quel point les femmes voient que d'autres femmes sont frappées par leur époux, qu'elles sont battues, mais personne n'intervient parce que c'est normal. Et évidemment, à toutes ces 3 femmes, l'entourage et toute la société n'a qu'un seul mot et qu'une seule injonction et qu'un seul conseil. Patience, patience et patience. Donc, Munyal, tout le titre du roman. Et le but du roman, c'est de dire qu'à un moment, toutes les femmes de notre société ont envie de dire qu'une seule chose, une chose qui peut paraître un blasphème dans cette société-là, ce que nous, les femmes, nous sommes fatiguées de patienter. Nous en avons marre d'accepter, de nous soumettre et donc de Munyal. Et justement, toute l'histoire de ces 3 héroïnes qui finalement se révèlent des femmes fortes, puisque chacune à sa manière va essayer de s'en sortir et de trouver une solution, et surtout, aucune n'a envie de patienter. Dima Abdallah, dans ce texte que vous avez écrit, Mauvaise Herbe, il y a 2 voix qui s'entrecroisent, celle d'une fille et celle de son père. Comme vous le disiez, ce sont 2 personnages taiseux, et vous allez vers eux avec beaucoup de délicatesse. D'abord dans une image, leurs mains qui se tiennent quand il amène sa fille à l'école, qui vient la chercher, et qu'elle s'accroche à lui, dans une ville qui est dangereuse. On est à Beyrouth au début des années 80, et en plus, ce qui est terrible pour cette petite fille, c'est que
sans arrêt, on lui demande de justifier qui elle est. On lui dit quelle est ta religion, quelle est ton identité, comment s'appelle ton père, comment s'appelle ta mère. Et elle a une mère chrétienne et un père musulman, mais qui ne croit pas en Dieu. Comment est-ce qu'elle peut trouver sa place dans ce monde-là à ce moment-là? Ça paraît complètement Écoutez, impossible. elle ne la trouve pas. Et je rejoins... Pourrait pas. Pardon, je parle dans le micro. Je rejoins Fatima parce que j'ai vu quelques-unes de ses interviews. On la ramène souvent à l'islam, à des questions un peu identitaires. Et je crois que c'est bien plus que ça. Je pense qu'il s'agit, aussi bien dans mon roman que dans le sien, d'un profond exil intérieur. C'est-à-dire que les personnages sont parce qu'ils sont, et ce qu'ils sont, on peut y mettre énormément de choses, et énormément de choses intéressantes d'ailleurs, à mes yeux, qui ne trouvent absolument pas leur place parmi les autres. Donc, oui, cette petite fille, déjà, elle est ultra sensible, donc elle absorbe un petit peu tout ce qui se passe autour d'elle. Et elle, de fait, vu que ses parents n'adhèrent absolument pas à ce fanatisme qui se passe durant une guerre civile, où l'appartenance n'est pas seulement un choix, c'est-à-dire que le père, en fait, ce n'est pas seulement qu'il refuse par position purement philosophique de ne pas prendre parti, parce qu'il est, en fait, par son refus de s'engager dans telle ou telle milice, d'écrire pour tel ou tel journal, de prendre part à ce qu'il appelle ce vaste bordel, finalement, il est exilé aussi par les autres. Parce que l'exil, ce n'est pas une espèce de choix, vous savez, je vais être original, je ne ressemble à personne, etc. C'est une liberté, mais c'est une liberté qu'on paye. Et je crois que c'est très important de dire ça, que les autres nous font payer. C'est-à-dire que c'est une liberté qu'on assume, parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire on est comme on est, mais il y a une facture. Et je crois que c'est l'histoire d'une lourde facture, entre autres, qu'on voit dans mon roman. Et l'exil n'est pas géographique. D'ailleurs, j'aime bien cette phrase, j'aime assez cette phrase du père qui dit souvent « Partir n'est pas une histoire de géographie ». C'est-à-dire qu'ils sont déjà partis, en fait, parmi les leurs. Et cet isolement de la cour de récréation que Fatima évoque, je crois que le plus beau compliment qu'on m'ait fait sur ce roman, c'est de me dire, mais c'est de ne pas me parler justement de la guerre civile, des conditions des années 80, etc., mais de me dire, ça nous a touchés parce que c'est universel. Et voilà. Et surtout, ce père va rester au Liban, le fils, la fille et la mère vont partir à Paris, et finalement, on a effectivement cette sensation de déracinement. D'ailleurs, les racines sont très importantes, et les plantes et cultiver les souvenirs, c'est une notion très importante dans le texte. Cette sensation de déracinement est présente aussi chez le père, qui finalement est en errance dans sa propre solitude, à l'intérieur de cette bulle qui l'occupe. Tout à fait. C'est vraiment deux personnages qui sont extrêmement seuls. Je pense que leur silence aussi, ce silence assourdissant, parce que c'est quand même, ça reste une histoire d'amour. Si je devais résumer, si on devait me demander qu'est-ce que c'est que ce roman, je dirais c'est une histoire d'amour, évidemment, avec avec tout ce que ça a de poétique et de beau, mais avec tout ce que ça a de douloureux, comme toutes les grandes histoires d'amour. Mais oui, il est profondément exilé, il est profondément seul, et on voit bien que ce n'est pas, en regardant le parcours de la fille plus tard en France, on voit bien que ce n'est absolument pas seulement une histoire de guerre, une histoire de conditions difficiles, parce que cette deuxième partie du roman, qui est l'après-guerre, que j'ai trouvé essentielle de questionner
parce que c'est le champ de ruines, l'après-guerre. Vous savez, on fonctionne pendant une guerre, par n'importe quel temps de crise, on fonctionne. D'ailleurs, on a vu un petit peu ça pendant le confinement, tout le monde a à peu près fonctionné, et c'est une fois que c'était fini que les gens ont un peu accusé le coup. Et la deuxième partie du roman est profondément plus tragique que la première. C'est l'histoire d'une deuxième errance et d'un traumatisme aussi. Dany Héricourt, La cuillère, donc c'est l'objet phare de ce texte qui en porte le nom, qui est rempli de fantaisie, mais qui raconte quand même aussi l'histoire d'une fille en quête de réponse, d'une fille qui a en elle un terril de mal-être, quelque chose qui l'occupe, qui prend beaucoup de place et qui ne va pas, et qui a besoin d'être pris en considération, d'être exploré, d'être pensé avec un A. Sérène, donc elle est jeune, elle est à l'aube de l'âge adulte, et son père, qui était beaucoup plus âgé que sa mère, vient de mourir, et à son chevet, elle voit une cuillère qui est singulière, et elle se dit, mais d'où vient cet objet? Et c'est le début d'une quête qui va la mener en France, où elle va finalement comprendre d'où elle vient. Mais finalement, c'est pas la cuillère qui est importante. C'est tout ce qu'elle va provoquer, comme le départ, les rencontres, la quête de soi, et puis les révélations qui sont liées. Mais c'est une idée quand même extrêmement originale de partir d'une cuillère pour parler du chagrin. Comment est-ce que ça vous est venu? Je voulais vraiment parler du déni, en fait, du déni au moment de la perte de quelqu'un, et aussi je trouve que ce mot en français, de faire le deuil, c'est étonnant cette expression, parce que c'est à la fois une action et un événement. Et personnellement, je trouve que le deuil il dure à vie. Quand on perd quelqu'un, il est perdu, il nous manque à vie. Mais que Sérène, on lui conseille assez rapidement, enfin, on remarque qu'elle ne fait pas le deuil, qu'elle est dans un deuil un peu particulier, et qu'elle est presque en déni. Et effectivement, elle est en déni pendant toute l'histoire, puisqu'elle se sert de sa quête et de la cuillère pour ne pas penser à son père. Et ce déni crée en elle un terril. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, si vous devez vraiment bien connaître ici les terrils. Et donc, en fait, un terril pousse à l'intérieur de sa poitrine, et elle sent qu'il faut qu'elle se déplace pour échapper à ce terril dont on ne peut pas s'échapper. Donc c'est drôle parce que je rebondis sur ce que tu disais sur les histoires d'amour, parce que je trouve que je n'ai pas lu votre livre, mais j'ai lu les deux autres. Et finalement, c'est aussi la cuillère, c'est aussi une histoire d'amour avec le père. Le père est très présent dans nos trois histoires, mais c'est un père absent puisqu'il est mort et qui petit à petit revient à travers son voyage dans sa tête et lui permet en tout cas de se construire. Je ne dirais pas qu'elle est construite à la fin de l'histoire, mais elle commence à se construire. Elle commence à apercevoir ce qu'elle veut être. Et c'est Oui. vraiment intéressant de la voir s'affirmer et en même temps se questionner, mais sur qu'est-ce que son père aurait voulu qu'elle fasse, il est parti si tôt. Et finalement, elle se pose vraiment la question et elle-même n'arrive pas à poser de décision. Je trouve que c'est un âge, cet âge de 18 ans, 17 ans, j'appelle ça l'entretemps, c'est-à-dire c'est un moment où on n'est plus enfant et en même temps on doit se comporter comme un adulte, mais c'est quoi un adulte? Et si jamais on ne sait pas ce qu'on veut faire, ça peut être un moment d'abîme. Et en plus, elle est artiste en fait, mais elle ne se l'avoue pas encore. C'est difficile de dire je suis une artiste, il faut du courage. Et donc c'était vraiment cette période-là que je voulais travailler là-dessus. Fatima Das, je vais sortir une phrase du livre. N'hésitez pas après à me dire, vous l'avez sorti du contexte et je veux en dire telle ou telle chose. Ma mère ne souhaite qu'une seule chose, que je reste à ma place de fille, que j'aime ce que je dois aimer, que je fasse ce que les filles font, que je me retrouve, me reconnaisse en tant que fille. Ça, c'est une phrase qui a résonné fort en moi quand j'ai lu, parce qu'il y a quelque chose presque du confort à s'abandonner à ce genre de décision qu'on prend pour vous. On vous dit, il faut faire ça, il faut être là. Et ce confort-là, Fatima, elle n'en veut pas parce que c'est pas ce qu'elle est. C'est pas ce qu'elle veut être. Elle veut trouver sa liberté. Qu'est-ce que ça lui demande comme force, comme sacrifice aussi, qui sont même plus que des choix? Je pense que c'est difficile à cet âge-là de recevoir toutes ces choses que sa mère veut lui assigner, à savoir être une petite fille comme elle l'attend. Et
Et du coup, il y a je crois que ce roman, ça raconte vraiment le cheminement de Fatima qui refuse d'être enfermée dans une seule case, d'être seulement la petite fille sage, d'être seulement la petite dernière à être née en France, d'être seulement une bonne élève qui a de bons résultats, d'être seulement musulmane, d'être seulement lesbienne, d'être seulement clichoise ou autre. Et ça demande un long cheminement. C'est ça qui fait la force de ce caractère, de ce personnage, c'est que vraiment, elle ne veut renoncer à rien de tout ce qu'elle est. Oui, parce que ça coûte de choisir. Et comme disait Dima, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas vraiment le choix et c'est un luxe de pouvoir choisir. Fatima n'a pas le choix de dire autre chose que des mensonges pour pouvoir continuer à appartenir à sa famille, quelque part, et pour pouvoir continuer à trouver des alliés, parce que l'intérieur est difficile, mais l'extérieur l'est aussi. Donc Fatima, c'est vraiment cette personne qui se cherche et qui recherche une place dans laquelle elle peut se sentir au moins en sécurité. Et c'est déjà très, très grand de se sentir en sécurité. Mais pour revenir sur le choix, elle ment parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de mentir. Elle performe, elle joue un rôle parce qu'elle pense que c'est comme ça qu'elle trouvera une autre place. Et je crois que cette place-là, c'est l'écriture. C'est vraiment l'ouverture, la fenêtre qui s'ouvre et qui permet de faire rentrer toutes ces choses qui ont l'air contradictoires, mais qui peuvent coexister, puisqu'elles coexistent de toute façon à l'intérieur du texte. Et on ne peut pas nier ça. Je crois que ces identités-là, elles n'existent pas que dans le monde, en fait. En littérature, elles existent, elles sont là. Et je crois que ce roman, il oblige à aujourd'hui se dire qu'en fait, on n'est pas tous obligés de choisir. Et que c'est pas très grave. Djaïli Amadou Amal, donc chez les Peuls sédentarisés au nord du Cameroun, dont vous nous racontez l'histoire, quand on se marie, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne choisit pas. Il y a beaucoup de larmes qui coulent à ce double mariage, il y a beaucoup de larmes qui coulent à tous les mariages, j'ai l'impression. Et on obéit à une série de règles que vous énoncez, pages 17 et 18, qui sont données par le père. On parlait du père à l'instant. Le père dit, voilà, tu dois être comme ci, comme ça, comme ça. Il y a une série de règles incroyables. Et ces femmes-là, elles ont très peu d'espace de liberté. Et votre première héroïne, elle, ce qu'elle veut, c'est étudier. Et finalement, c'est aussi ce qui va déclencher quelque chose. C'est la première femme de son mari qui va se mettre, elle aussi, à vouloir apprendre à lire et à vouloir être éduquée. On a l'impression qu'il y a une clé là quand même pour ces femmes-là qui sont dans ces situations terribles d'oppression que vous racontez. Oui, dès le début du roman, Toufa, je commence, et c'est ça d'ailleurs qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre, sur les conseils qu'un père donne à sa fille. Et sur cet ensemble de conseils, et finalement, ce sont des conseils que nous, on écoute à tous les mariages. Donc, à chaque fois qu'une jeune fille se marie, il y a un certain nombre de conseils. On a l'impression que c'est les parents, les pères ont appris ça par cœur pour pouvoir nous le sortir à chaque mariage. Et donc, pour le résumé de ces conseils, c'est une chose. Soumets-toi, accepte tout, et sois patiente. Si le mariage est une réussite, ça sera grâce à ta patience, grâce au fait que tu as su être ce qu'on attend de toi et respecter toutes les traditions, toute la place que la femme devrait avoir. Et si le mariage est un échec, ça sera de ta faute et uniquement de ta faute à toi, la fille, parce que justement, tu n'aurais pas su rester à ta place et tu n'as pas su être patiente. Et donc, finalement, je vais dire, pour tous mes 3 romans, même pas seulement le dernier, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a quand même une ouverture. Les femmes ont la télévision, donc elles ont des smartphones, elles sont connectées sur le monde. Et c'est tellement difficile de pouvoir être soi-même, en vouloir en même temps
être une femme de son siècle, donc respecter les traditions auxquelles nous sommes très attachés, respecter la religion ou plutôt la mauvaise interprétation de cette religion qui nous est quand même aussi, qui est quand même une religion importée, car nous avons déjà nos traditions et nos coutumes bien avant. Qui cohabitent en fait avec la religion, c'est ça qui est intéressant aussi. Exactement, puisque aujourd'hui nous n'arrivons plus à faire la différence à tout ce qui était tradition et coutume et tout ce qui est test religieux. Et donc, à la fin du livre, pour moi, les femmes ne pourront s'en sortir qu'avec l'éducation, puisque dès la naissance, dans nos sociétés, la fille n'est pas égale au garçon. Et donc, quand il s'agit d'inscrire la petite fille à l'école, elle n'a pas les mêmes chances que le garçon de pouvoir continuer ses études. Dans la majorité des cas, quand les familles sont défavorisés, donc dans la précarité, ils préfèrent mettre le garçon à l'école, payer pour le garçon au lieu de la petite fille. Évidemment, au retour de l'école, la petite fille est surchargée des tâches domestiques, alors que le garçon peut lui réviser ses cours, étudier ou aller jouer. Et enfin, pour se prémunir des violences à l'école ou sur le chemin de l'école, les parents préfèrent simplement, purement retirer les filles de l'école pour pouvoir les marier. Et évidemment, tant que les filles ne pourront pas continuer leurs études et qu'elles se marient tôt, moins elles ont de chance. Donc on dit qu'une fille qui se marie en classe de seconde du lycée a moins de 38% de chances d'avoir son bac. Et une fille qui se marie au collège, alors là, c'est carrément dramatique, elle n'y arrivera jamais. Et évidemment, tant qu'elles n'ont pas de diplôme, tant qu'elles ne savent pas s'en sortir seules financièrement, elles vont rester toujours sous l'emprise et sous le joug des hommes de leur famille. Donc si ce n'est pas le père, évidemment c'est l'époux, et elles ne vont jamais avoir accès, donc être elles-mêmes en tant que personne, en tant qu'être humain. Et c'est pour cela donc après la publication de mon premier roman, j'ai créé cette association qui s'appelle Femmes du Sahel et qui aide justement les femmes à être autonomes. Donc nous nous inscrivons surtout sur un volet éducation qui est très important, en parrainant des filles, donc en prenant en charge totalement leur scolarité. Cette année, nous avons plus de 300 filles parrainées par l'association. Et c'est là encore qu'il y a un énorme problème dont on ne se rend pas compte forcément. Ça fait 7 mois que les écoles sont fermées à cause du Covid. Et les Nations Unies ont tiré une sonnette d'alarme, ainsi que l'Union africaine. Nous allons faire un saut en arrière de plus de 2 ou 3 décennies. Parce que là, sur les 300 filles que nous parrainons, que nous avons parrainées l'année dernière, nous ne savons pas combien reviendront à l'école, nous ne savons pas combien ont été mariées et tout ça. Et ce qui est sûr, c'est que les chiffres risquent d'être dramatiques. Donc, on se bat quand même pour l'éducation et ça peut être, peut-être, et là, moi j'en suis convaincue, la seule clé pour que les femmes puissent trouver leur place. Dima Abdallah, le père de votre héroïne, il dit « J'exècre tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'autorité paternelle, à l'autorité tout court ». Lui, il est complètement il tranche complètement sur ces pères-là dont on parle, très autoritaires. Oui, là je suis vraiment dans un tableau extrêmement différent. Parce que le personnage du père, c'est un libertaire pur. C'est un libertaire pur dans un contexte de guerre confessionnelle. Donc oui, effectivement, le mélange est extrêmement explosif parce que, alors, je ne crois pas, si je devais faire vivre le personnage ailleurs, j'ai envie de vous dire que ça aurait été une mauvaise herbe pareille, mais quand même le contexte dans lequel il vit de cette guerre, c'est vraiment le pire pour lui. Ah oui, évidemment. Et c'était extrêmement important pour moi de questionner la place de l'homme. Je trouve que la place de l'homme, alors déjà c'était extrêmement plaisant pour moi la voix narrative d'un homme, parce que ça m'éloigne beaucoup de ma condition à moi.
et du coup l'exploration de l'écriture est vraiment intéressante. J'ai trouvé ça extrêmement important de questionner la place de l'homme dans une guerre. Vous savez, je suis une féministe archi convaincue, oui, voilà, archi convaincue. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier ce qui pèse socialement sur les épaules d'un homme. Je pense que Sois un homme, mon fils est une expression terrible. On peut y mettre vraiment à boire et à manger. Alors je vous laisse imaginer pendant une guerre civile ce que ça veut dire. Sois un homme, mon fils, c'est-à-dire sois capable de tuer. Je veux dire, ce n'est pas sois courageux, fais du sport. Sois capable de tuer, sois capable de torturer, sois capable de prendre parti pour telle milice parce que, alors il paraît que tu es né au sud Liban, donc de par ta confession qui est quand même marquée sur tes papiers d'identité. C'est-à-dire, elle dit, la petite fille, ma mère, vu que la mère est d'origine, les deux sont athées, la mère vient d'une famille chrétienne et du coup est mariée à un musulman, et la petite, elle voit très bien, parce qu'elle absorbe tout autour d'elle, que parfois la mère montre ses papiers d'identité chrétiens, et parfois ceux qui sont selon le checkpoint, selon dans quelle rue, dans quel coin, dans quel coin de rue, dans quelle zone géographique on se trouve. Mais pour en revenir à la place de l'homme, oui, moi, mon sujet est extrêmement loin de tout ça, même si j'y suis très sensible. Mais ce personnage-là, en tout cas, du père, n'a absolument rien de dominant. Oui. Rien de dominant, et vous dites ça par petites touches très subtiles. Il y a cette scène dans un café où un homme complimente la beauté de la fille et le père s'énerve en demandant à changer de serveur parce qu'il supporte plus tout ça. C'est une scène très brève qui est en même temps lourde de sens. Tout à fait, et puis ce qu'il veut pour sa fille, libertaire comme il est, il dit, il y a un passage où il dit « J'espère qu'elle grandira comme poussent ces mauvaises herbes, ces hôtes de lieux incongrus, ces herbes un peu désobéissantes qui se moquent bien de la place qu'on leur attribue et qui n'en finissent pas de pousser même quand on les arrache. » Donc c'est vraiment un personnage profondément libre, et encore une fois avec ce que ça coûte. Avec ce que ça coûte, et à la fin, moi j'ai été très affectée par cette scène où son dernier manuscrit, il le met dans un taxi avec mission de l'emmener chez l'éditeur, mais finalement ça se perd. Il y a une forme de fatigue tellement intense d'avoir été tout ça, qu'à la fin les choses fanent. C'est-à-dire qu'en fait c'était si j'ose dire, la phase terminale. Parce que ce qu'il avait, ce qui lui restait, en plus bien sûr de l'amour des 2-3 personnes de sa famille, la seule chose qui lui reste, c'est l'écriture. Et cette histoire du manuscrit où il descend de chez lui, il arrête un chauffeur de taxi, lui donne $20 et il lui dit « tu le livres à la maison d'édition », c'était un peu le point final. C'est-à-dire, même ça ne suffit plus. Même l'écriture ne suffit plus à donner du sens. Il dit d'ailleurs qu'il n'en a plus rien à faire, ni d'être lu, ni d'être publié. Il est profondément détruit, et je crois que ce livre, c'est cette petite qui grandit après, mais en fait c'est l'histoire d'une longue perte, d'une perte qui se poursuit à l'infini. Et la première fois qu'elle s'adresse à lui directement, c'est dans le dernier chapitre, c'est une fois qu'il n'est plus là. Pour la première fois, elle ne le voit plus tomber, elle ne le voit plus se morceler. Et donc ce morcellement, il arrive jusqu'au point de non-retour qui est le fameux manuscrit. Voilà, même l'écriture est partie avec le reste. Dany Ricourt, il y a ce père dont on parlait, ce deuil très difficile du père, mais il y a aussi cette mère que j'ai beaucoup aimée, qui lui dit « Ne laisse la parole de personne prévaloir sur tes propres expériences et désirs ». Ça aussi, c'est une phrase qui résonne fortement dans le texte. Elle a de la chance d'avoir cette mère quand même, cette Sérène qui voyage en quête d'elle-même. En fait, Sérène, c'est étonnant, je rebondis sur ce que vous disiez sur des codes de conduite.
on lui a transmis des codes de conduite, mais qui sont pour le coup des codes de conduite où la liberté est très très importante. D'ailleurs, cette liberté lui fait un peu peur. Elle a peur de ne pas être une grande amoureuse comme sa mère qui a eu trois maris et beaucoup d'amants. 3 enfants. Et elle a un peu peur de cette liberté. La liberté, ça peut être vertigineux aussi. Mais c'est vrai que les personnages qui me sont venus pendant l'écriture étaient tous des passeurs. J'aime beaucoup la notion que chacun d'entre nous, à un moment, rencontre un passeur qui lui permet d'aller plus loin, non pas de manière dominante, mais vraiment pour aider la personne à révéler qui elle est et à contacter cette liberté. Et en fait, tout autour du voyage, mais déjà à l'intérieur même de l'hôtel, parce qu'elle grandit dans un hôtel, elle a beaucoup de chance. Elle croise, il y a énormément d'amour autour d'elle. Donc c'est une fiction. Mais c'est une fiction que je voulais rendre très aimante. Ouais. Et d'ailleurs, un moment où elle voudrait arrêter son voyage, c'est un moment où elle a peur. Justement, elle est dans un cinéma et elle croise un pervers qui essaye de la tripoter. Et elle est tirée de sa torpeur d'abord par une sensation glaçante que je trouve très réaliste. Vous avez très bien décrit finalement, même plus que l'attouchement, la sensation de malaise et de tristesse profonde qui lui tombe sur elle et qui lui dit « moi j'arrête ça, je rentre à la maison ». Et finalement c'est l'idée de cette mère et de cette force-là qu'elle a reçue mais qu'elle n'a pas encore fait éclore en elle qui va la pousser à continuer à lui donner la force. Et puis d'autres rencontres qu'elle fait qui sont plus lumineuses. Oui, je pense qu'il y a les rencontres et puis il y a Elle est en déplacement en fait, elle sait qu'elle a un rendez-vous avec, elle ne sait pas encore quoi, mais elle a rendez-vous. Et le dénouement est un rendez-vous. Alors après, c'est de l'humour anglais, donc c'est un peu décalé. La fin n'est pas forcément là où on pensait qu'elle serait. On ne découvre pas forcément ce qu'on voulait découvrir, parce que la vie, on ne découvre pas toujours ce qu'on veut découvrir. Mais en tout cas, elle est déplacée. Et c'est pas encore conscient. Fatima Das, Fatima dans le roman, elle dit, ma mère dit, je fais mon Waheb. Je ne sais pas comment prononcer mon Wajeb. Et vous ajoutez, mon père ne parle pas, lui, de son Wajeb. Et ce père-là, c'est une relation très dure. Qu'est-ce qui se joue là dans cette relation avec le père ? Le père, c'est quelqu'un qui ne parle pas, et la mère ne parle pas non plus beaucoup. C'est un père taiseux avec qui elle a eu des moments tendres pendant l'enfance seulement, et on voit qu'il y a un basculement à l'adolescence. Donc moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est vraiment de creuser le portrait du père et ce changement brutal à l'adolescence qui modifie la relation tendre de présence vers une relation plus conflictuelle, plus douloureuse. Le père, c'est un personnage violent qui a été lui-même victime de violence de par son père. C'est un personnage qui est brisé, qui est complètement démoli, qui ne fait pas grand-chose de ses journées, qui passe son temps à regarder BFM TV ou Al Jazeera, et qui n'arrive pas à donner, en fait, qui n'arrive pas à s'exprimer, et qui n'est pas présent, finalement. Et quand il est présent seulement pour... il exprime de la violence dans sa présence. Et avec cette méfiance absolue du dehors, de la France... des marques de tendresse, parce que ça lui fait peur et parce qu'il voit là-dedans un danger. Et donc j'ai essayé de raconter comment Fatima pouvait se construire à l'intérieur d'un foyer silencieux et comment elle-même ce silence la traverse tout au long de sa vie et tout au long de ses expériences aussi amoureuses, amicales, et comment ces non-dits soit la polluent, soit elle arrive à, encore une fois, à transformer ce silence pour en faire quelque chose d'autre. Et sortir de ce silence par l'écriture. Ce qui est terrible, c'est que il va y avoir... on essaye de lui confisquer même cette parole. J'étais triste aussi en lisant la scène de la prépa, où elle rend son devoir d'espagnol, et son prof la prend à part et lui dit, bon allez, dis-moi qui t'a aidé, dis-moi sur qui t'as plagié ce devoir. Et il fait ça uniquement à elle parce qu'il ne peut pas intégrer qu'elle est brillante. Et elle s'en va de là parce que là aussi, finalement, sa parole
décrédibilisée. Je ne sais pas si elle est brillante, en tout cas, ce devoir-là, elle a eu un 16. Elle a eu un 16 en prépa, un devoir maison d'espagnol. Et ce prof-là, on ne sait pas pourquoi, il n'arrive pas à penser que c'est elle qui a fait ce devoir et qu'elle mérite ce 16-là. Et donc, c'est ces moments-là où, à l'école ou après le bac, on se sent complètement humilié et on nous fait encore sortir de notre place, en fait. Et qu'on nous fait nous sentir à côté des autres, parce que tout le monde est à l'intérieur de la salle et que Fatima se retrouve à l'extérieur de la salle en train de devoir rendre des comptes. Et ce roman, c'est aussi ça, c'est savoir qu'à un moment donné, on va nous demander des comptes. Djaïli Amadou Amal, ce qui est terrible dans le texte, c'est qu'à un moment donné, l'une de vos héroïnes arrive à s'échapper, elle s'en va. Parce qu'elle a trop peur pour sa vie et elle est hébergée, accueillie ailleurs. Et elle est 1 mois, je crois, hein, tranquille. Puis elle est reprise et réintégrée dans son mariage. Et c'est terrible parce que je parlais tout à l'heure de la clé, hein, de l'éducation qui permet d'ouvrir une porte. Mais le problème, c'est que cette porte, elle n'est pas là. Il n'y a pas de porte à ouvrir. Elles ont la clé, ces femmes. Mais elles peuvent aller où, en fait? C'est ça qui rend un peu fou quand on lit ce livre, finalement. C'est de se dire, mais il y a la solidarité de ces gens qui l'accueillent, mais elle est reconnue et ramenée. Et finalement, on se dit, mais voilà, et l'éducation fait d'elle un trophée pour son mari qui dit, elle est éduquée, donc c'est bien, je vais pouvoir l'amener dans des dîners et briller avec elle, mais en fait, c'est tout. Enfin, moi, ça m'a créé un profond sentiment d'injustice. Oui, en fait, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est compliqué, en fait. On se sent tout de suite oppressé. Et même quand on lit le roman, on sent à quel point, en réalité, ces jeunes femmes, elles n'ont pas d'échappatoire. Et ça, je pense que je l'ai dit au début, c'est parce que, justement, elles sont mariées tôt et que en tant que violence, le mariage précoce et forcé est l'une des plus pernicieuses puisqu'elle entraîne la violence économique, elle entraîne l'emprise totale que la famille peut avoir sur les femmes, entre autres. Donc, il n'y a pas d'échappatoire possible, d'autant plus que les chaînes, elles sont invisibles, mais ce sont des chaînes liées aux traditions, liées à la religion, où elle se dit, en fait, si je trouve que si je refuse en fait de me conformer à ce que la société attend de moi, ou si je trouve que ce n'est pas normal, c'est que c'est moi qui ai un problème en fait, et non pas les autres. Donc le plus difficile, c'est d'arriver à se libérer de ces chaînes invisibles pour pouvoir se trouver. Et c'est absolument difficile. Et c'est pour cela, peut-être quelque part, qu'on écrit aussi. La littérature, surtout quand elle est engagée, elle peut servir aussi de leitmotiv pour que les autres puissent prendre conscience. Quand je dis les autres, c'est aussi bien les femmes qui sont donc sous le joug des traditions, mais également les hommes qui, quelquefois, violentent et oppressent sans même s'en rendre compte. Parce que moi, j'ai eu, pendant les conférences ou les rencontres, beaucoup d'hommes qui sont venus ensuite vers moi, surtout quand on évoque le sujet de la polygamie, et qui m'ont dit mais je ne savais pas en fait que c'est ce que les femmes ressentent. Donc, ou alors je n'avais pas pris conscience de ça. Et le but du livre et de la littérature, c'est justement de faire prendre conscience aux uns et aux autres de ce qui se passe et de faire en sorte que les mentalités puissent changer, puissent évoluer. C'est ça aussi. Mais évidemment, c'est très difficile de s'en sortir, et parce que quand, par exemple, on est dans un mariage et qu'on décide de s'en aller et qu'on décide de rejeter tout, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'on va où? Si on n'a pas de métier, si on ne gagne pas de l'argent, si on ne sait pas travailler, si on n'a aucune institution pour nous aider, aucune association,
même les ministères, en fait, qui sont en charge, justement, des affaires sociales ou de la condition féminine chez nous, en fait, n'apportent pas une solution adaptée. Parce que c'est bien beau de dire à une femme qui a été frappée par son mari, va porter plainte. Ok, je vais porter plainte. Et ensuite, je fais quoi? Je retourne chez lui. Je serai pas, non seulement je ne serai pas acceptée, mais je serai encore plus violentée dans le cas où je suis acceptée. Je retourne chez mes parents, ils ne m'accepteront pas parce que je suis allée à l'encontre de ce qui se fait. Donc je leur ai en quelque sorte porté atteinte à leur dignité et à leur honneur. Et alors, et ensuite, est-ce que la femme se retrouve dans la rue ou pas? Donc, il faut bien que les uns les autres prennent conscience pour qu'on puisse justement trouver des solutions, que l'État puisse même mettre en place des solutions, que les associations puissent mettre en place des choses, ou même que les parents comprennent finalement que quand une fille vient vous se plaindre qu'elle a été battue par son mari, qu'on puisse prendre ça en compte. Moi, j'ai été frappée plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est oui, patiente et retourne. Mais moi, j'ai des amis aussi qui ont été frappés et qui sont mortes sous le coup de leurs compagnons, et tout ce qu'on a eu à dire, en fait, c'est que oh là là, c'est la fin de sa vie, c'est Dieu qui en a décidé ainsi, et l'homme reste totalement impuni. Donc, il faut que les uns et les autres prennent conscience et qu'on puisse trouver des vraies solutions à ça. Mais évidemment, je ne prétends pas que par le biais de ma littérature, que voilà, comme un miracle, je peux faire changer les choses. Moi, tout ce que je peux faire, c'est d'abord de dénoncer, c'est d'en parler, et que chacun, à son tour, petit à petit, on puisse changer les choses. Et faire évoluer les mentalités. Dima Abdallah, cette héroïne qui est la vôtre, dès l'enfance, par la force des choses, mais aussi on a l'impression, parce que c'est ce qu'elle est, n'a pas d'affaires. Elle fait pas partie de ceux qui gardent avec eux le doudou, l'objet, la chose qui l'accompagne, parce qu'il bouge beaucoup. Puis après, dans cet exil, c'est quelqu'un qui a finalement plus de plantes, on a l'impression, il y a plus d'enjeux dans le fait de faire pousser du jasmin ou du basilic que d'avoir des affaires chez soi. Et puis il y a un moment donné quand même où elle se met à se raccrocher aux objets et elle se met à sortir de cette tristesse. J'ai l'impression que ça va ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a cette tristesse écrasante qui l'accompagne. Qu'est-ce qui lui permet de dissiper ce nuage-là, ce terril? Alors, je ne sais pas à quel moment il commence à s'accrocher aux objets. On fait des sauts dans le temps aussi. Donc. Ouais, non, en fait, à aucun moment elle commence à s'accrocher aux objets. Déjà parce que c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. Effectivement, il bouge d'un endroit à l'autre. Et puis ils bougent dans l'urgence, donc sans avoir le temps de faire leur carton. De faire qu'elle fasse son petit sac. Non, à aucun moment elle ne s'accroche aux objets. Il y a un moment où elle prend conscience que c'est pas normal, par contre. C'est ça, au moment du déménagement. C'est ça. Elle prend conscience que c'est pas normal parce qu'entre-temps, elle est devenue mère. Et en fait, son enfant, lui, elle exactement. En regardant sa fille. Au début du chapitre, elle est là, mais en fait, je crois que je suis profondément nomade. Je crois que tout ce qui est sédentarité, étagère à épices et carton de déménagement, c'est une affaire d'adulte. Peut-être que je suis restée enfant, peut-être que je ne suis pas arrivée à grandir. Et en fait, elle s'arrête et puis en pensant à sa fille, elle se rend compte que elle utilise un terme pour parler des enfants. Elle dit, mais en fait, c'est des petits vieux, les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus. Ce passage, c'est voilà. très drôle. Donc, il n'y a pas plus routinier, il n'y a pas plus attaché aux rituels, aux objets, aux choses qui lui semblent à elle sans la moindre importance qu'un enfant. Donc, elle en prend conscience. Mais en tout cas, en regardant sa fille. Mais en tout cas, je crois qu'à aucun moment elle arrive. J'ai pas l'impression qu'il y ait une guérison entre guillemets où elle se met à accumuler. Non, elle ne se met pas à accumuler des choses, mais il y a un moment quand même où
on la retrouve après un petit saut dans le temps et elle va mieux, quoi. Oui, dans le dernier chapitre, vous voulez dire. Oui, alors je pense que la fin de ce huis clos, hyper étouffant finalement, parce que ce n'est pas une histoire de famille, c'est un huis clos père-fille. Et ça doit être assez déstabilisant d'ailleurs, parce qu'on doit se demander parfois, mais où est la mère, où est le petit frère et on se rend bien compte que ce n'est absolument pas par manque d'affect qu'ils ne sont pas là. C'est un vrai parti pris littéraire. Donc il y a ce huis clos entre le père et sa fille, il y a ce silence assourdissant auquel finalement la littérature répond. Parce que finalement ils se disent énormément de choses par chapitre interposé de je ne lui dirai pas que, je ne lui dirai pas que, mais finalement tout ça s'écrit sur les pages et il y a un vrai dialogue entre les deux, même s'il est indirect, qui se fait. Et je crois que la chute, la fin du père, sans en révéler trop sur la fin du roman, va de pair avec comment dire, une sorte de renaissance qui se passe chez la fille. Mais elle le répète à plusieurs fois. Elle dit « Je ne sais pas quand ça s'est passé, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas comment je suis parvenue à respirer de nouveau. » Elle n'a pas vraiment d'explication, mais je pense que le lecteur se rend parfaitement compte que c'est à la mort de son père que ça se passe. Donc ce n'est absolument pas une guérison, mais c'est, vous savez, je crois, moi, mais parfois nos personnages aussi nous échappent, je crois que pour la première fois, il n'est pas en train de souffrir sous ses yeux. Et je crois que le lien essentiel qu'elle avait avec son enfance, géographiquement parlant, c'était lui. Donc finalement, elle se sent d'un coup libre de tout ça, quoi. Je pense. Ouais, comme un soulagement, en fait. Je ne pense pas que la mort soit un soulagement. Je pense que ne plus le voir tomber est un soulagement. C'est l'absence de souffrance, en fait. C'est ça. C'est de ne plus le voir se morceler sous ses yeux, ouais. C'est-à-dire que la mort, pour la première fois aussi, elle ne se sent pas abandonnée. La mort n'est pas une absence, c'est encore autre chose. La mort, c'est quelque chose de très différent que ce silence-là. Ce silence-là, en tout cas, n'est plus de leur ressort, à eux deux. Donc finalement, ça y met fin d'une manière assez drastique. Dany Héricourt, votre héroïne dit « Quitte à me perdre, autant le faire en traquant mes origines ». Et finalement, il y a vraiment ce sentiment fort, on ne peut pas révéler la fin de la cuillère, mais il y a ce sentiment fort de se perdre pour se retrouver, tout ça noué autour de cette figure du père. Et il y a aussi quelque chose de fort qui se joue dans ce lever de voile sur finalement ce grand inconnu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que finalement, ce père qu'elle cherche à interroger alors qu'il n'est plus là, en se perdant, en prenant des sentiers, des routes même françaises perdues, finalement, c'est en le perdant qu'elle va... Enfin, que je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais qu'elle le retrouve ou qu'elle se retrouve elle-même. Oui, en fait, l'idée de se retrouver tout en se perdant, ce n'est pas une idée nouvelle ni très originale, mais c'est un aspect qui me touche chaque fois que je voyage ou que je randonne ou que je suis dans un train. C'est à quel point, au lieu d'avoir des idées très fixes qui tournent, il peut y avoir des suggestions, il peut y avoir des images qui viennent et qui nous libèrent d'une certaine façon. Je ne pense pas que Sarène soit libre encore à la fin de l'histoire. Elle est encore tellement jeune. Mais elle est très jeune et elle est en recherche en tout cas de ça. Et oui, en tout cas, il y a un dialogue avec le père petit à petit
au fil du voyage qui se met en place. Et surtout, il y a la découverte d'un père qu'elle ne connaissait pas, puisqu'il y a toute une histoire dont elle n'est pas au courant, et tout à l'heure, vous me disiez comment vous avez démarré ce livre. J'ai vraiment démarré aussi ce livre avec une image d'une femme qui aide un homme à manger avec une cuillère. Donc, l'histoire dans l'histoire est quelque part le début aussi. Et vous jouez beaucoup sur une confrontation entre beaucoup d'humour. Moi, j'ai beaucoup ri en lisant le livre, et en même temps, beaucoup de tristesse et de gravité chez cette jeune fille. Ça, c'est quelque chose qui est un outil pour vous dans l'écriture et dans le dialogue que vous instaurez avec votre lecteur. C'est-à-dire, je vais vous faire rire, mais il y a aussi quelque chose de grave dans ce que je vous dis. Je ne pense pas que c'est quelque chose que je vais C'est pas conscient. Si, c'est très conscient, mais ce n'est pas quelque chose que je vais mettre en place comme un style littéraire. C'était aussi c'est la situation. Je trouve que quand il arrive parfois quelque chose de très grave, il y a comme une point de connexion à la liberté qui est totalement changée. Et par exemple, quand tu parlais de la guerre, on a un rapport à la vie qui est très différent. On l'a vécu peut-être pendant le confinement, certains d'entre nous. Il y a des choses, il y a une façon d'être au monde qui est différente. Et ce que je voulais essayer de toucher du doigt, c'était que dans ce moment très grave, donc suite à la perte de son père, et où elle est complètement paumée, en fait, d'un coup, elle voit les choses autrement. Après, c'est un personnage un peu excentrique qui, je pense, même si elle était allée au pub du coin, elle aurait trouvé quelque chose de bizarre parce qu'elle a un regard qui est légèrement décalé. Donc ça, c'est l'humour de Sérène. Et le vôtre? Et le mien. On a dépassé l'horaire, j'avais pas vu, j'espère que c'est pas trop grave. Bon. Vous pouvez retrouver les 4 romans dont nous venons de parler en bas. J'ai vu les stands et honnêtement, vous avez vu que c'était des romans très différents et des voix différentes, mais il y a aussi des choses qui se rejoignent, ça nous parle beaucoup, c'est universel. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire chacun de vos livres en préparant cet entretien. Merci. Donc voilà, j'espère que vous aurez envie d'aller à leur rencontre. Elles seront là tout de suite en bas des escaliers. Et je vous remercie toutes les 4 et je vous remercie beaucoup tous et toutes pour votre attention. Merci.